Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 16 octobre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue l'engagement des enfants de la communauté nationale à travers le monde à participer à la dynamique des transformations économiques que connaît l'Algérie à l'occasion de la journée nationale de l'émigration marquant le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 et observe une minute de silence à la mémoire des Chouhada. Le Premier ministre algérien Séfir Rieb effectue une visite de travail dans la wilaya de Chlef et procède à l'inauguration d'une unité de fabrication de bus, de camions et de pièces détachées pour véhicules et au sein de l'usine Pinkou et inspecte le complexe industriel Captain du groupe Agrodiv. La question palestinienne s'invite à la 19e réunion ministérielle du mouvement des non-alignés à Kampala. L'Algérie souligne la nécessité de renforcer la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et 7 jours après son entrée en vigueur, le cessez-le-feu à Gaza est violé une nouvelle fois par les forces de l'entité sioniste ayant fait 3 martyrs alors que l'échange de détenus se poursuit entre le mouvement palestinien Hamas et l'entité sioniste. Bonsoir à tous. L'Algérie a rendez-vous demain avec une journée importante de sa mémoire, celle de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961, instituée en 1968, journée nationale de l'émigration. À la veille du 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message dans lequel il a notamment souligné l'engagement des émigrés algériens en faveur de la glorieuse révolution de libération. En cette halte annuelle où nous nous remémorons le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, je me recueille avec vous à la mémoire de la génération de militants nationaux à l'étranger durant la guerre de libération nationale qui nous ont quittés et à la mémoire des valeureux martyrs, tout en adressant mes salutations aux enfants de notre communauté nationale à travers le monde qui portent l'amour et la fidélité à l'Algérie dans leur cœur et qui honorent leur engagement en participant à la dynamique des transformations économiques en cours dans le pays, mus par la volonté de prendre part au processus de renouveau national et d'édification de l'État national moderne auquel aspire le brave peuple algérien. L'étau qui se resserrait sur un colonisateur cerné par la légitimité de la lutte et la justesse de la cause le plongea à cette étape de l'histoire dans l'hystérie lorsque la police parisienne, sous les ordres du préfet de police de l'époque, Maurice Papin, imposa un couvre-feu arbitraire aux membres de la communauté algérienne. Son arrogance le précipita dans l'abîme du crime et de la répression sauvage, s'attaquant à des foules pacifiques sorties manifester, ce qui se solda par un bilan tragique avec des manifestants qui furent noyés dans la Seine et d'autres brutalisés, torturés et transférés dans des camps. Le souvenir de ces sacrifices consentis par les enfants de la communauté demeure à jamais gravé dans les esprits. Le 17 octobre, nous ravivons le souvenir d'une journée gravée dans la mémoire nationale, témoignant de l'engagement des immigrés algériens en faveur de la glorieuse révolution de libération qui, après 7 années de lutte armée, s'était érigée en épopée d'émancipation, une épopée qui a drainé par l'ampleur et la résonance de son élan révolutionnaire le soutien des peuples épris de liberté à travers le monde en faveur d'un peuple en lutte, résolu à infléchir le cours de l'histoire coloniale et à se libérer de son joug et de sa tyrannie au prix de lourds sacrifices. Toujours à l'occasion de la journée nationale de l'émigration, commémorant l'anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a observé ce jeudi au siège de la présidence de la République une minute de silence en compagnie des hauts cadres de la présidence de la République à la mémoire des Chouhada. Par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi au siège
de la présidence de la République, la Moudjahida Jamila Bouhaired. À son tour, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre algérien de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé aux côtés de cadres du ministère de la Défense nationale une minute de silence à la mémoire des Chouhada, victimes de la répression barbare lors des manifestations pacifiques du 17 octobre 1961 organisées par les Algériens en France. Malgré les tentatives de les passer sous silence par les autorités coloniales, les massacres du 17 octobre 1961 perpétrés en plein Paris contre des milliers d'Algériens manifestant pacifiquement contre un couvre-feu discriminatoire ont fait la une de la presse européenne et internationale de l'époque. Ces crimes, longtemps niés ou minimisés, sont aujourd'hui considérés par les historiens comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine, symbole du racisme institutionnel du système colonial. Pourtant, il demeure encore impuni. Tininan Makassi. Le 17 octobre 1961, dans le froid d'une nuit parisienne, des milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu raciste imposé aux immigrés algériens. Ils furent arrêtés, battus, jetés à la Seine ou emprisonnés. Ce massacre est l'un des crimes d'État les plus sombres de la Ve République. Il marque une étape décisive dans l'histoire de la répression politique en France. Pourtant, la vérité a longtemps été étouffée. Ce silence n'est pas un oubli accidentel, mais une stratégie délibérée de la Ve République pour protéger ses fondations héritées de l'empire colonial. En niant ce massacre, la République refuse de reconnaître que sa construction s'est appuyée sur la violence systémique infligée au peuple colonisé. Pourquoi ce silence ? Parce que le 17 octobre révèle la véritable nature du colonialisme et de l'impérialisme français. Une entreprise de domination fondée sur la répression, sur le racisme institutionnalisé et la négation de toute volonté d'émancipation des peuples colonisés. Cette nuit-là, sous les ordres de Maurice Papon, alors préfet de Paris, la répression fut brutale, préméditée. Elle dépassait largement le cadre d'un simple maintien de l'ordre. Ce fut une opération politique, une terreur d'État. Papon ne fut pas un cas isolé, mais l'incarnation d'un appareil répressif au service d'un système colonial prêt à tout pour sauvegarder ses privilèges. Derrière cette violence se cache une logique impérialiste où toute contestation est perçue comme une menace à éradiquer. Le refus de la Ve République de reconnaître ce crime d'État s'inscrit dans une politique plus large du déni historique. La France postcoloniale, soucieuse de préserver son récit national, a institutionnalisé un massacre qui alimente encore aujourd'hui les discriminations, les inégalités et la répression systémique dans les quartiers populaires, la militarisation de ces espaces et les violences policières ciblant les descendants des immigrés en sont aujourd'hui le prolongement. Le 17 octobre 1961 n'appartient pas seulement au passé, il est un avertissement. Il nous rappelle que la violence d'État ne disparaît pas avec la fin officielle du colonialisme. Elle se transforme, elle persiste sous d'autres formes, comme un outil de contrôle social et politique. La mémoire de ce massacre est un combat pour la vérité, pour la justice, pour la reconnaissance des victimes, mais aussi pour remettre en cause les logiques de domination toujours en œuvre aujourd'hui. La France accablée dans un nouveau rapport. Le pays est responsable de violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés sur son territoire où ils sont trop souvent laissés à l'abandon faute de pouvoir prouver leur âge. C'est ce qu'a dénoncé un comité d'experts de l'ONU dans un rapport publié ce jeudi. Le comité des droits de l'enfant des Nations Unies a affirmé qu'en France, beaucoup de migrants ne pouvant accéder au système de protection de l'enfant se retrouvent sans abri, privés de soins de base et vivant dans des conditions dégradantes.
Et pour évoquer les manifestations du 17 octobre 1961, nous avons en direct avec nous Nasser Khabat, qui est président du MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens de France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors Nasser Khabat, nous allons réagir avec vous sur le rapport dont on vient de parler, celui des Nations Unies qui accable la France par rapport au traitement des enfants de migrants. Mais tout d'abord, Nasser Khabat, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a souligné ce jeudi dans son message adressé à l'occasion de la Journée nationale de l'immigration, marquant, je vous le rappelle, le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, l'engagement des émigrés algériens en faveur de la glorieuse révolution de libération. Comment se manifeste aujourd'hui cet engagement? Écoutez, ce message du président de la République Abdelmadjid Tebboune vient conforter et consolider un rapport à la nation qui a tout son avenir, parce que la communauté nationale algérienne a toujours été une indivisible. Quand même, elle a été éprouvée par des situations qui tenteraient à la rendre fragilisante. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce message fort, à travers une date commémorative aussi importante que le 17 octobre, nous rappelle que la grande nation algérienne s'est toujours fait avec tous ses enfants, là où ils se trouvaient dans le monde, parce que c'est une singularité des Algériens et des Algériennes. Notre attachement à la mère patrie est inconditionnel et intemporel. Très bien, et pour revenir au rapport des Nations Unies qui fait référence au traitement des enfants de migrants en France, un rapport selon lequel la France est responsable de violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés sur son territoire, où ils sont trop souvent laissés à l'abandon. Est-ce que la publication de ce rapport aujourd'hui par les Nations Unies vous étonne-t-il ? Écoutez, il a échappé à personne que ces derniers mois, voire ces dernières années, la politique sociale française est en déclin, et que, bien sûr, n'échappe pas à la règle ces personnes, ces plus jeunes et ces personnes fragilisées. J'oserais dire que c'est le grand paradoxe et la grande schizophrénie française, un pays qui a vu les droits de l'homme naître et en même temps des dérives comme ça qui se font sur des populations fragilisées et qui finalement ne portent pas haut la dignité de la République française, bien au contraire. Et pouvez-vous nous parler brièvement des actions dans ce sens que mène aujourd'hui le mouvement des Algériens de France pour faire valoir justement ces droits? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il y a un précédent qui importe à la communauté nationale algérienne qui vit à l'étranger et singulièrement en France. Depuis plusieurs mois, nous sommes mis à l'épreuve de déclarations par des hommes politiques de haut niveau et des responsables politiques qui tentent de mettre à l'épreuve la communauté nationale. Cette épreuve n'a eu qu'un effet positif pour la communauté, c'est qu'elle s'est retournée sur elle-même, qu'elle retrouve toute sa profondeur dans son algérianité, et qu'aujourd'hui la seule et l'unique solution que nous avons, nous, communauté nationale établie à l'étranger, en quittant les Algériens, c'est de rester unis, c'est de rester, j'oserais vous dire, en bataille rangée, et finalement créer finalement une force des Algériens dans le monde, de manière à ce que nos droits soient respectés, nos droits soient entendus, et surtout qu'on ne puisse pas avoir des dérives comme on a eu ces derniers mois en France. Nasser Khabat, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre invitation. Tahiyati ou Tahiyat Jazair. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du MOUDAF, le mouvement des Algériens de France. Dans l'actualité également, je vous en parlais en titre, le Premier ministre algérien Sefir Rieb a procédé ce jeudi dans la wilaya de Chlef à l'inauguration d'une unité de fabrication de bus, de camions et de pièces détachées pour véhicules au sein de l'usine Pingpou dans la commune d'Omdroa, et ce dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue dans cette wilaya chargée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Au début de sa visite de travail dans cette wilaya, Sefir Rieb avait inspecté le complexe industriel Captain du groupe Agrodiv, un actif industriel récupéré dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président algérien relatives à la réhabilitation et à la relance des actifs industriels confisqués par des décisions de justice définitives. Lors de la première étape de la visite, nous avons procédé à l'inspection et à la relance de l'usine de conserve dans la ville de Tness, l'une des propriétés confisquées par des décisions judiciaires définitives
Cette démarche s'inscrit dans la concrétisation des engagements du président de la République relatifs à la réutilisation des biens et fonds confisqués. Nous avons ensuite effectué une visite de terrain à projet d'investissement qui reflète un environnement propice aux affaires et contribue à alléger la facture des importations. Comme vous avez pu le constater, ce projet participera à la satisfaction des besoins du marché national en produits d'origine algérienne. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision historique prise par Monsieur le Président de la République ordonnant l'importation de 10 000 bus, cette initiative s'inscrit dans une approche globale visant à renouveler le parc national de transport. À travers cette opération, nous avons veillé à permettre aux fabricants locaux de bénéficier de cette opportunité, notamment en les intégrant dans la chaîne de production, en particulier pour la fourniture de pièces de rechange, les services de maintenance et l'après-vente. Je vous disais en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé ce jeudi à Kampala, en Ouganda, à la réunion du comité ministériel du mouvement des non-alignés sur la Palestine, qui se tient en marge des travaux de la 19e réunion ministérielle du mouvement. À cette occasion, Ahmed Attaf a souligné que la première phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, bien que constituant une avancée importante, doit encore être renforcée par une approche intégrée qui tienne compte des besoins urgents du peuple palestinien et qui crée en même temps les conditions d'une paix durable dans la région. Nous nous réunissons aujourd'hui à la suite d'évolutions encourageantes marquées par la signature de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Un développement qui a ravivé l'espoir de mettre fin aux souffrances indicibles infligées au peuple palestinien. Il s'agit sans doute d'une étape cruciale dans la bonne direction, mais une étape qui doit être consolidée par une approche globale permettant de répondre à la fois aux besoins immédiats du peuple palestinien et aux exigences à long terme d'une paix durable dans la région. De notre point de vue, le succès de cet accord dépend non seulement du plein respect de tous les engagements pris pour maintenir le cessez-le-feu, assurer le retrait des forces israéliennes et garantir un accès humanitaire sans entrave, mais surtout de l'accompagnement de cet accord par un processus politique sérieux et crédible devant aboutir à l'établissement d'un État palestinien indépendant, viable et souverain dans le cadre de la solution à deux États. Dans ce cadre, Attaf a indiqué que l'accord de cessez-le-feu devait s'accompagner d'un processus politique sérieux et fiable, accélérant l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et définitive au conflit israélo-palestinien. Le temps est en effet venu pour la communauté internationale de réaliser que cette solution n'est pas seulement une nécessité pour répondre aux aspirations nationales palestiniennes. Elle constitue une exigence à l'échelle locale, régionale et mondiale. Une exigence locale pour mettre fin à 8 décennies d'injustice subies par le peuple palestinien du fait de l'occupation continue de sa terre. Une exigence régionale pour stopper la spirale dangereuse d'escalade et d'instabilité alimentée par l'agenda expansionniste israélien incarné par le projet dit du Grand Israël. Et enfin, une exigence mondiale pour préserver la crédibilité du droit international et celle des Nations Unies elles-mêmes et pour réaffirmer que nul n'est au-dessus des règles, des principes et des valeurs qui lient l'ensemble de la communauté internationale. Et dans ce dossier, justement, je vous en parlais en titre, 7 jours après son entrée en vigueur, le cessez-le-feu à Gaza a été une nouvelle fois violé par les forces de l'entité sioniste qui ont fait au moins 3 martyrs et de nombreux blessés dans des bombardements et des tirs ayant visé plusieurs régions de l'enclave palestinienne.
L'échange de détenus se poursuit entre le mouvement palestinien Hamas et l'entité sioniste, conformément à la première phase de l'accord de paix de Donald Trump pour Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé ce jeudi avoir reçu les dépouilles de 30 Palestiniens détenus par l'entité sioniste par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, portant à 120 le nombre total de corps restitués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi. Le président américain Donald Trump a reconnu hier la difficulté à laquelle est confronté le mouvement palestinien Hamas pour retrouver les dépouilles enterrées parfois sous des montagnes de décombres causées par les bombardements intenses des forces de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. Et alors que la première phase du plan de paix de Donald Trump pour la bande de Gaza se déroule plus ou moins sans encombre, sa deuxième phase s'annonce plus périlleuse. Elle concerne notamment le volet de la gouvernance de l'enclave palestinienne post-agression. Pour le mouvement palestinien Hamas, celle-ci doit revenir aux Palestiniens sans aucune ingérence extérieure. De nombreuses questions du plan de Trump nécessitent une discussion plus approfondie. La Palestine doit renforcer les consultations internes et la compréhension mutuelle pour prévenir toute ingérence extérieure. Les propositions actuelles contiennent de nombreux points litigieux, comme l'a dit le peuple de Gaza. La gouvernance d'après-génocide de la bande de Gaza doit être dirigée par les Palestiniens. Nous ne permettrons à aucune force extérieure d'intervenir. Nous, les Palestiniens, sommes capables de nous gouverner, d'établir des mécanismes de consultation politique interne et d'exclure toute ingérence extérieure. Les expériences passées avec Israël montrent qu'ils n'honorent pas les accords. Nous avons été témoins de situations similaires en Syrie, au Liban et en Cisjordanie. Par conséquent, nous insistons pour que les médiateurs fournissent des garanties de sécurité. De nombreux déplacés de Khan Younes ont été confrontés à la dure réalité du terrain une fois retournés sur les lieux de leur propriété. Démunis, fatigués, ils se retrouvent sans abri mais demeurent rattachés à leur terre. La vraie guerre a commencé il y a très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, nos souffrances ont augmenté. Nous attendons l'aide, il n'y en a pas. Il y a des problèmes de logistique. Il n'y a pas de l'eau, ni de nourriture. Rien de tout cela n'est rentré. Après ce que nous avons entendu hier sur les menaces qui ont lieu, nous craignons que le cessez-le-feu ne s'effondre à tout moment. Hier, les gens disaient que le gouvernement israélien allait reprendre la guerre à Gaza. Quand les gens ont entendu ce discours, ils se sentent fatigués. Ils n'ont plus d'énergie. Une fois les frontières ouvertes, nous étions heureux et nous avons commencé à applaudir en disant que la guerre s'était arrêtée. Et oui, nous étions heureux. Mais le lendemain, il n'y a aucun signe ni preuve que la guerre s'est arrêtée. Il n'y en a rien. Qu'attendrait une personne déplacée? Cela fait maintenant 2 ans que nous sommes déplacés. Que pouvons-nous faire? Quelle est notre faute? Qu'avez-nous fait? L'OMS a indiqué ce jeudi que la priorité après le cessez-le-feu à Gaza était de permettre l'acheminement de carburant essentiel aux engins de chantier afin de reconstruire les hôpitaux. Nous travaillons actuellement à acheminer l'aide qui est restée bloquée un certain temps à la frontière pour voir comment nous pouvons rétablir et réinstaller tous les entrepôts. Le problème de la chaîne d'approvisionnement à Gaza est toujours d'actualité. Nous n'en sommes donc qu'au début. Tout doit être mis en place immédiatement. Je pense que la première chose à faire est de fournir du carburant pour faire fonctionner les hôpitaux. Il est temps de rappeler qu'à un moment donné, pendant une longue période, les stocks de certains médicaments de base essentiels étaient inexistants.
Enfin, l'Espagne a été le théâtre hier d'une grève générale d'ampleur nationale en solidarité avec le peuple palestinien. À Barcelone, la mobilisation s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Les manifestants dénonçaient notamment la crise humanitaire à Gaza provoquée par 2 ans de génocide de l'entité sioniste. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.